Bienvenue dans cette masterclass sur les performances et l'optimisation dans Unreal Engine. De quoi on va parler pendant cette masterclass? On va commencer par de la théorie sur comprendre les performances et comment ça fonctionne concrètement entre le moteur Unreal Engine et sur votre ordinateur avec votre carte graphique, votre CPU, etc. Ensuite, on va parler de quelque chose qui s'appelle le Game Thread, puis le Draw Thread, et enfin le GPU Thread. Vers la fin de notre présentation, nous parlerons aussi de la gestion de la mémoire. Et enfin, nous allons voir un aperçu des outils dans le moteur pour le profiling avec un projet test que nous allons regarder ensemble. Commençons par la théorie sur comment les performances fonctionnent dans un jeu vidéo. Le fonctionnement d'un jeu vidéo est dépendant de plusieurs éléments à l'intérieur de l'ordinateur. Le CPU, donc c'est le processeur, c'est vraiment le CPU, il est spécialisé dans faire fonctionner la logique du jeu et par exemple les IA. Il est vraiment très doué pour faire de la physique et de la collision extrêmement précise. C'est vraiment le travail en priorité du CPU et du processeur. Et c'est aussi ces processeurs qui va s'occuper du networking et de gérer l'état de chacun des objets présents dans le monde. Le GPU, quant à lui, il est là vraiment pour faire du rendu et des effets visuels. Donc, dessiner des modèles, dessiner des textures, s'occuper du lighting, des ombres, le post-processing, tout ça c'est fait sur le GPU, donc la carte graphique. La carte graphique est extrêmement douée pour des calculs en parallèle. Des particules système, c'est énormément de calculs relativement simples, mais qui sont faits en parallèle, et c'est là où le GPU excelle. On peut aussi réfléchir à des animations qui sont basées sur la physique, des animations de vêtements. Tout ça est extrêmement performant sur la carte graphique et serait beaucoup moins performant si c'était exécuté sur le processeur. Certaines actions de physique et certaines collisions simplifiées sont faites sur le processeur. Le processeur est extrêmement doué pour faire des checks de collision simplifiés, extrêmement rapides. Donc, par exemple, pour de la simulation de fluide, on va préférer se servir d'effets sur le GPU. La RAM, elle est là pour stocker des objets. Donc, elle va maintenir à disposition très rapide par exemple, des textures, des modèles, de l'audio aussi. C'est vraiment designé pour être de l'accès très rapide au GPU et au CPU. C'est vraiment un espèce de réservoir dans lequel le CPU et le GPU vont piocher au fur et à mesure pour réduire le temps de chargement. Évidemment, on a aussi une gestion de plusieurs tâches en parallèle pour qu'on ait vraiment, par exemple, deux niveaux qui sont en train de charger. On est dans le niveau A et on va commencer à charger le niveau B dans la RAM pour qu'on ait un accès beaucoup plus rapide quand on en a vraiment besoin sur le niveau B. Travailler avec les performances et optimiser les performances, c'est vraiment tirer le maximum de chacun des éléments de l'ordinateur. Et donc, c'est vraiment un exercice d'équilibriste entre la charge CPU, la charge GPU et la charge RAM. Au niveau des frames par seconde et des threads, on va parler d'abord des frames par seconde. Il faut bien comprendre que l'unité de mesure FPS est une unité de mesure dérivée. Nous, quand on parle de performance, on va parler de temps de frame, c'est-à-dire le temps nécessaire pour calculer l'intégralité d'une frame à partir du moment où elle est calculée dans le moteur jusqu'à ce qu'elle soit affichée sur l'écran. Et donc ce temps de frame, le temps pour calculer chacune des frames, si on a par exemple 0,2 secondes par frame pour calculer une frame, ça nous donne 5 FPS, 5 frames par seconde. En revanche, si chaque frame prend 0,0167 secondes, eh bien on obtient 60 FPS. Donc le but de l'exercice aujourd'hui et de l'optimisation en général, c'est de réduire le temps de calcul de chaque frame pour avoir un frame par seconde le plus élevé possible. Et comment ça se passe pour avoir le FPS le plus élevé possible? Il faut réfléchir à comment les instructions sont données à quels éléments de notre ordinateur. Ça commence toujours par le game thread. Le game thread va donner des instructions et ça va être le contexte du jeu où l'objet va être spawné par exemple. Puis le game thread va donner des indications au draw thread en lui disant j'ai spawné un objet. Il va falloir que tu dessines une nouvelle sphère par exemple. Donc ça c'est une instruction qui est faite avant le rendu. Et une fois qu'on est arrivé ici, qu'on a terminé
toutes les étapes et toutes les instructions avant le rendu, on passe au mode rendu, c'est-à-dire le GPU thread. Et là, il va prendre toutes les instructions que le CPU lui a données et il va les exécuter pour les dessiner. Une fois que c'est dessiné, ce sera évidemment affiché à l'écran. Et ça, c'est un problème puisque on a des instructions séquentielles et si l'un des threads est plus lent que les autres, on a ce qui s'appelle un bottleneck. Vous voyez une symbolisation ici d'un bottleneck où si l'un des threads est beaucoup plus lent que les autres, eh bien en fait, il va retarder l'intégralité des threads qui sont ici et donc le temps de calcul de la frame va être beaucoup plus long à cause d'un seul élément. Donc les 3 éléments que vous voyez ici fonctionnent entre eux et vont s'influencer les uns les autres. Ici, vous avez un schéma un petit peu plus concret de comment ça va se passer. Vous allez avoir tout le travail de la frame 1 qui va se passer ici sur le game thread. Une fois qu'il a terminé son travail sur la frame 1, il va l'envoyer au draw thread, la frame 1. Et là, malheureusement, on peut voir que le draw thread est beaucoup plus large, donc il va le prendre beaucoup plus de temps. Le game thread est déjà parti sur la frame 2, mais la frame 1 est en cours de calcul sur le draw thread. Une fois qu'il a terminé, il va envoyer la frame 1 au GPU, pendant que le game thread s'occupe de la frame 3 et le draw thread de la frame 2. Donc vous voyez que c'est ainsi en fait que la frame time totale est calculée, c'est le passage de toutes les instructions à travers les différents éléments de l'ordinateur. Le game thread va s'occuper vraiment de manager le gameplay, la physique et la logique, que ce soit en Blueprint ou en C++. Évidemment, il y a des techniques de multithreading, donc pour gérer des tâches sur plusieurs threads de votre CPU. Et donc vous allez devoir, en fonction du niveau d'importance de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez choisir de mettre une tâche sur un thread bloquant, c'est-à-dire qu'on va attendre la fin de cette tâche pour passer à la frame suivante, ou sur des threads non bloquants, sur d'autres cœurs de votre CPU. En fait, c'est des tâches qui vont être exécutées en background et qui ne vont pas bloquer le main thread. Le draw thread, c'est vraiment quelque chose qui se passe sur le CPU. Une fois que le CPU a la liste de tout ce qu'il doit dessiner, il va transmettre des instructions au GPU. Et le GPU, enfin, lui, sa spécialité, c'est de dessiner les pixels et d'output, en fait, la frame finale intégralement terminée pour que le GPU pour que l'écran puisse afficher votre image. Parlons un petit peu plus en détail du game thread maintenant. Le game thread, il s'occupe vraiment, toute l'animation de votre jeu se passe sur le game thread. Le positionnement des objets, les mouvements des personnages, la physique, le spawning, l'IA et toute l'exécution du blueprint et du CPP. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui se passent sur le game thread, mais ça, c'est les éléments principaux et les éléments les plus coûteux. Donc ici, vous avez une comparaison entre des différentes fonctionnalités qui vont coûter plus ou moins cher. Typiquement, il y a beaucoup trop de tutoriels sur Internet qui vous parlent de toujours mettre des choses à l'eventic. Effectivement, c'est très facile à faire, de vérifier par exemple un booléen à chaque frame sur l'eventic et de déclencher du code derrière. Mais c'est relativement coûteux. On va préférer avoir une logique d'event où on va activer du code seulement quand on en a besoin. Le système de timeline est lui aussi une optimisation qu'on peut mettre en place pour avoir un tick qui ne sert que quand on en a besoin. Et les timers, eux aussi, sont des fonctions très utiles puisque au lieu d'avoir un tick toutes les secondes, pour les activités qui ont besoin le moins de précision, on peut augmenter le tick et avoir un tick customisé en fonction des fonctions dont on va se servir. Dans le détail panel de chacun des acteurs, on peut aussi optimiser en enlevant le tick pour les acteurs qui n'en ont pas besoin, puisqu'il faut bien comprendre que même si rien n'est branché à l'eventic ici, l'acteur va toujours ticker. Donc il faut être très attentif à ça et ne pas oublier de changer ce booléen s'il ne sert à rien. Et on peut aussi changer l'intervalle du tick par acteur. Donc ça, c'est très pratique. D'autres fonctions qui sont relativement coûteuses et qu'il faut faire avec parcimonie, tous les get all actor of class vont itérer à travers tous les acteurs d'un niveau. Donc c'est extrêmement coûteux et il va les filtrer. Même si vous mettez une classe ici, il va les filtrer. Unreal a mis en place des optimisations extrêmement pertinentes pour ce genre de node, mais ça reste des actions très coûteuses. Mieux vaut le faire une fois et stocker le résultat que de le faire toutes les frames par exemple.
Le cast est aussi quelque chose qui est beaucoup trop utilisé à mon goût. Il faut bien se rendre compte que si on caste quelque chose dans Unreal, l'objet est toujours chargé dans la RAM. Donc il faut faire bien attention si on a des classes qui sont extrêmement lourdes, si on a des classes qui contiennent des sous-classes et qu'on a casté une sous-classe, il va aussi charger la classe supérieure. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Dès qu'un cast est disponible dans un blueprint, le blueprint, la classe qui est liée au cast en CPP ou en BP, est toujours à disposition en fait. Unreal ne sait pas quand est-ce que vous allez vous en servir, donc il va toujours charger cette classe. Un tout petit tips aussi, mais qui peut être utile. Vous allez utiliser un for each loop par défaut, mais vous allez continuer à itérer à travers la loop alors que vous avez déjà trouvé le résultat. Eh ben, n'hésitez pas à vous servir plus souvent des for each loop with break. Dès que vous avez trouvé le résultat, vous déclenchez le break et vous arrêtez de regarder à travers la liste. Une autre fonction extrêmement coûteuse, c'est le spawn actor. Le spawn actor est l'une des choses les plus coûteuses que vous pouvez faire lors d'une frame. Donc, si vous avez la possibilité de le faire et que vous devez spawner des centaines et des centaines d'objets, réfléchissez à un système de pool. Ici, vous aurez un lien vers un super plugin qui est disponible gratuitement pour la communauté, qui permet en fait de créer un système de pool avec du pré-spawning et l'utilisation, au lieu d'avoir du spawn et de la destruction permanente, on va utiliser des objets dans une pool, on va les enlever de la pool et on va les remettre dans la pool quand c'est plus nécessaire. Ici, vous avez une comparaison des performances et on voit clairement que quand on a du spawning normal tout au long à chaque frame, on a un coût extrêmement élevé et un framerate qui va descendre puisque la ligne que vous voyez ici est beaucoup plus haute que la ligne que vous voyez ici. Ici, on a un exemple où c'est une pool qui est spawnée instantanément dès le début du jeu. On va faire spawner 200 ou 300 objets et ensuite on va les appeler, les sortir et les rentrer de la pool. Donc là, on a des performances extrêmement bonnes. Et dans d'autres cas de figure où on ne veut pas un énorme ralentissement au début du jeu, on va pouvoir spawner le même nombre d'acteurs que dans le pool plus pré-spawn, mais on va les spawner au fil du temps. Donc la baisse de performance que vous voyez ici est beaucoup moins violente et beaucoup plus étalée que ici. Donc selon votre game design, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des techniques. Vous avez aussi des techniques pour déplacer en fait la charge de votre CPU vers votre GPU. C'est très facile de faire tourner quelque chose dans Unreal avec par exemple le rotating component ou faire un add relative rotation par exemple à chaque frame. Mais ça en fait, ça va rendre toute la charge de travail est sur votre CPU. Alors que si vous faisiez un très simple sur des objets qui n'ont pas besoin de physique très avancée, qui vont juste bouger dans le lointain, vous pouvez faire très simplement un material qui va faire bouger chacune des vertices de votre objet et ainsi toute la charge va être sur le GPU. Et vous voyez que c'est comme ça qu'on fait aussi des mouvements de vent dans le foliage, c'est en mettant directement la charge sur le GPU qui va être très doué pour faire des actions en parallèle relativement peu coûteuses. Parlons maintenant du draw thread. Le draw thread, c'est vraiment un ensemble de techniques qui vont optimiser le nombre d'instructions qu'on va donner. Évidemment, quand on est dans un jeu vidéo et qu'on regarde dans une direction, on ne veut pas rendre l'intégralité du monde. Donc dans Unreal, on a les techniques d'occlusion culling et de frustum culling qui nous permettent en fait de cacher et de ne pas donner d'instructions de draw à notre GPU en fonction de là où notre personnage regarde. Vous avez des exemples en bas où on ne donne pas en fait des instructions de dessin en fonction de ce qu'il y a devant, c'est-à-dire qu'on ne va pas dessiner l'intégralité des barils qui sont derrière le mur puisqu'on ne les voit pas tous, donc ça c'est inclus directement dans Unreal. Et on a aussi le frustum culling que vous avez ici où selon la direction où vous regardez, on va faire apparaître et disparaître des bouts de l'environnement. Vous pouvez débugger ça directement dans le moteur en tapant la commande freeze rendering. Ça va vous permettre de voir concrètement et de débugger en fait le frustum culling et l'occlusion culling. Et vous pouvez aussi utiliser cette commande Visualize Occluded Primitive qui va vous permettre de voir plus concrètement quand Unreal fait apparaître ou disparaître un objet en fonction des bounds de cet objet. À propos des draw calls, donc les draw calls, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est les instructions que le CPU va préparer pour le GPU.
Et les draw calls, c'est très important de comprendre que c'est basé sur le culling, évidemment, et plein d'autres choses. Le CPU va donner une liste de choses à dessiner au GPU. Un draw call, très concrètement, c'est le CPU qui va dire au GPU: voici une mèche avec un matériau, essaie de trouver cette mèche et ce matériau dans des seaux de ressources. Si tu connais déjà ces matériaux et cette mèche, tu peux t'en servir tout de suite. Tu les connais déjà, tu n'as pas besoin d'autre chose. Par contre, si la mèche et le matériau ne sont pas dans un seau qui existe déjà, alors fais un nouveau draw call. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est que si on a 50 objets qui sont différents pour Unreal et qui ont des matériaux différents, alors on va faire 50 draw calls. En revanche, si on fait de l'instanciation et que on dessine 50 fois le même objet avec le même matériau, on va faire uniquement un seul draw call. Vous voyez la différence ici entre tous les objets, tous les planes qui ont exactement la même mèche et le même matériau. On va avoir beaucoup moins de draw call et on va avoir 33 FPS. Même si on a 86 millions de triangles, on aura uniquement 3000 draw calls. En revanche, ici, vous voyez qu'on a 4 FPS parce que chacun des planes, on ne les a pas instanciés. Donc, ils ont une mèche pour Unreal, en tout cas, même si pour nous, visuellement, on sait que c'est la même mèche pour Unreal. Ce sont chacune des mèches différentes et des matériaux différents. Donc, il va créer énormément de draw calls. Et là, vous en avez 44 000 avec 103 000 polys. Et ça, c'est du 4 FPS. L'instanciation d'un Unreal, elle est faite un petit peu automatiquement, mais vous pouvez aussi le faire manuellement. Pour réduire les draw calls, vous pouvez aller dans Tools et Merge Actor. Alors, on a plein de méthodes différentes et vous avez des tooltips qui vous expliquent ce que font chacune des méthodes. Je trouve que la plus utile et la moins destructive, c'est la version Batch. La version Batch va prendre toutes les static mesh, va les rassembler dans un pool et va les rassembler dans des instances static mesh. Donc il va faire un seul draw call pour plusieurs instances static mesh qui sont à des endroits différents. Donc ça, c'est la version la moins destructive. Alors vous allez me dire, faisons un merge de tous les acteurs de notre scène. Ce sera beaucoup plus rapide pour les draw calls. Oui, mais non. En fait, il faut bien faire attention que si vous mergez énormément d'acteurs ensemble, eh bien, vous allez casser l'occlusion. Vous allez potentiellement aussi casser la light map, les collisions, la mémoire, etc. Donc, il faut être très attentif à comment vous allez merger, dans quelles conditions, et il faut y aller avec parcimonie. L'instanciation va se faire automatiquement par Unreal, mais si vous débuguez l'instanciation et que vous vous rendez compte que pour certains acteurs ça fonctionne mal, vous pouvez le faire vous-même et peut-être que ça marchera mieux et que vous aurez des meilleures performances. Parlons maintenant du GPU Thread. Le GPU Thread, quand on n'utilise pas Nanit, vous avez ici une aide avec le wireframe, le mode de debug wireframe, qui vous permet de voir la densité de poly dans votre scène. Et vous avez aussi les Optimization View Mode, qui sont très orientés vers le GPU, avec la Light Complexity, la Shader Complexity, etc. On ira dans le détail tout à l'heure dans le projet de test. Le GPU Thread est extrêmement influencé par votre lighting si vous n'utilisez pas Lumen. Donc en fonction du type de light que vous avez ici et de leur mobilité, vous allez avoir des coûts qui sont radicalement différents. Par exemple, la point light qui est statique est de loin la plus économique, alors que si vous faites une rec light qui est movable, vous allez avoir un coût qui est absolument énorme sur le GPU. Donc voilà, il faut être très attentif à ce genre de settings quand vous faites votre niveau. Réduire au maximum en général le nombre de lights et de réduire au maximum les lights qui sont en movable. C'est clairement ce qui va vous coûter le plus cher sur votre GPU Thread. Si vous utilisez Lumen, c'est coûteux en général, mais vous n'avez pas besoin de gérer la mobilité et le type de light que vous voulez mettre dans votre environnement. En revanche, si vous avez un jeu où vous avez des changements de lumière en temps réel, Lumen est extrêmement puissant et il est là pour ça. Si vous avez un jeu où vous n'avez pas de changement en temps réel de temps, de météo et d'éclairage, alors il faut réfléchir à passer en mode light normal et pas lumen.
Au niveau de la gestion de la mémoire de votre ordinateur et de votre projet, faites bien attention au texture size. Quand on essaie d'afficher une texture en jeu, il va évidemment y avoir une taille à laquelle la texture est enregistrée sur votre disque dur. Et donc, en fonction de la taille, si vous affichez une texture en 8K pour un objet extrêmement petit qu'on ne verra jamais en grand sur votre écran, évidemment, c'est du gâchis. Donc, faites bien attention à la taille de vos textures. Et vous pouvez utiliser en fait cet outil ici, la Property Matrix. Quand vous sélectionnez tous les assets, vous faites un clic droit Asset Actions et vous faites Edit Selection in Property Matrix. Ça vous permettra de voir très rapidement quel est le texture group, puisqu'en fonction du texture group, Unreal va traiter votre texture différemment. Par exemple, si on est en mode World, il va y avoir un streaming progressif de votre texture en fonction de l'espace qu'elle prend à l'écran. Elle va être streamée en low résolution, puis en high résolution si elle est affichée en grand. Alors que si par exemple on est dans les effects ou dans les UI, si on a une texture group qui est en UI par exemple, elle ne sera absolument pas streamée vu qu'on assume qu'elle va être affichée à l'écran instantanément en résolution maximale, alors on ne va pas la streamer. Donc faites très attention au texture group ici et aussi à la max texture size. Vous aurez accès à la max texture size in-game via cet outil de Property Matrix. Vous avez juste à chercher ici max size et à rentrer la maximum size en fonction de la texture. Un autre outil de gestion de la mémoire, c'est la map des références dans le Reference Viewer. Si vous faites un clic droit sur un asset et que vous faites Reference Viewer, vous aurez accès à cet arbre de dépendance. Vous pouvez voir que cette porte ici, ce BP d'or, référence plein de static mesh différentes et aussi de matériaux différentes avec les textures différentes. Donc voyez l'importance que si vous mettez toutes ces textures en 8K, la porte elle va peser extrêmement lourd, en particulier si elle est plusieurs fois dans votre niveau. Et ici, vous pouvez voir qu'on a des flèches qui sont blanches, ce sont des hard références, donc on en a besoin instantanément et elles sont chargées en permanence. En revanche, il y a une référence qui est en rose ici, c'est ce qu'on appelle une soft référence. Elle est chargée uniquement quand on en a besoin. Si je prends ce deuxième exemple pour continuer mon point, vous avez, quand vous faites un clic droit sur un asset et que vous faites Size Map, ici vous avez un exemple de la Size Map du BP Top-Down Character. Ça, c'est la taille de tous les objets dont ce BP a besoin. Et ici, on se rend compte qu'il fait 735 MO. Donc, il y a quelques parties dont on ne peut pas se passer. Toute cette partie-là, c'est la static mesh de notre personnage principal. Mais ici, on se rend compte qu'on a le SM Countess. Le SM Countess, en fait, c'est un skin. Et peut-être que le joueur n'a pas acheté ce skin. Donc, on ne devrait le référencer que quand on en a absolument besoin. Ici, dans cet exemple, si on faisait une soft référence et qu'on ne le chargeait que quand on en a besoin, on tomberait à 584 MO au lieu de 735. Vous pouvez afficher l'espace dans la RAM et l'espace sur le disque dur. C'est disponible ici si vous voulez le changer. Et donc concrètement, comme on fait des hard et des soft références, vous voyez que par défaut, en fait, quand vous créez une variable, vous créez des hard références. Elles sont toujours chargées en permanence. Et quand vous choisissez et que vous changez le type de variable, vous pouvez choisir Soft Object Reference. Et donc vous devez le charger avant de l'utiliser. Évidemment, en plus des tips que je vous donne aujourd'hui, Unreal a déjà fait des choses supplémentaires pour ne pas avoir à gérer la mémoire. Ça s'appelle le Garbage Collector. Le Garbage Collector, son travail, c'est vraiment de passer toutes les quelques secondes dans votre jeu, de vérifier ce qui est encore utile à votre jeu, qu'est-ce qui ne l'est plus, et de libérer la RAM de tout ce qui n'est plus utile. Typiquement, quand vous avez détruit un actor, il reste pendant quelques secondes dans votre monde jusqu'à ce que le garbage collector passe et dise « c'est bon, j'ai plus besoin de cet actor, je peux le supprimer de la RAM, on n'en a plus besoin en accès rapide ». Il va appliquer ça à plein de références, à plein de variables, il va appliquer ça à plein de choses. Et parfois, ça peut causer des petits problèmes si vous avez des références qui sont nettoyées par le garbage collector parce qu'il pense que vous n'en avez plus besoin, mais vous en avez besoin dans quelques secondes. Si vous voulez protéger en fait des variables de votre garbage collector, pensez à mettre une uProperty. Si vous travaillez en C++ et si vous travaillez en BP, ne vous inquiétez pas, le garbage collector est beaucoup moins intense que si vous travaillez en CPP, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous en servir. Vous pouvez forcer cette collection
ce collect garbage avec la node ou la fonction qui est disponible en BP et en C++ qui s'appelle collect garbage. Maintenant, on va passer sur les outils qui sont disponibles et qui sont relativement basiques dans le moteur. Évidemment, vous avez des consoles commandes qui vous permettent d'avoir des statistiques très basiques sur ce qu'il se passe avec votre framerate. Vous avez le stat game, le stat unit graph. Évidemment, si vous voulez tester vos performances, pensez bien à mettre le max FPS à 999 par exemple et à afficher ses FPS. Pensez aussi à enlever la V-Sync puisque ça va enlever le framerate cap qui va se passer à cause du niveau de rafraîchissement de votre écran. Si votre écran se rafraîchit à 60 Hz, vous allez avoir un maximum de 60 frames par seconde. Donc pensez bien à le désactiver. Pensez bien à tester sur chacun des niveaux de scalability qu'Unreal vous propose en mettant soit 0 ou 4 pour avoir le niveau de qualité maximale. Et pensez bien à la fin à appliquer les settings pour qu'il les applique correctement. Au niveau des tools avancés dans Unreal qui sont disponibles pour le debugging, il y a bien évidemment le Unreal Insight. On va aller dans le moteur tout de suite pour aller voir comment il fonctionne. Mais c'est un outil de debugging très avancé qui vous permet en fait d'avoir un graphe du temps et du coût de chaque frame ici, dans la partie 1. Et quand vous cliquez sur une frame, vous aurez le détail de toutes les actions qui ont été faites en fonction du thread. Ici, vous avez le game thread et toutes les actions qui ont été incluses dedans. Ici, vous avez le render thread avec toutes les actions qui sont à l'intérieur, les unes à la suite des autres. Maintenant, on va aller dans notre projet test. Notre projet de test, c'est le projet Stackobot qui est disponible sur Fab. Ça a été créé par Epic Games. Ça a été créé avec UE 5.0 et ça a été lourdement mis à jour pour UE 5.6 avec la version Stackobot 2 que vous voyez ici. Moi, je vais utiliser la version Stackobot 1 qui est disponible jusqu'à la 5.5, mais que j'ai mis à jour pour la 5.6. Un petit avertissement avant de commencer. J'adore vraiment le projet Stackobot, c'est l'un de mes projets favoris, et je ne veux pas suggérer qu'Epic a fait un mauvais travail sur les performances dans ce projet. C'est juste le projet que j'aime beaucoup, que je connais très bien, et qui a la meilleure valeur pédagogique à mes yeux pour vous expliquer les différents process de performance et d'optimisation. Voilà donc le projet Unreal Stackobot. Vous pouvez voir que c'est une map un petit peu open world qui est relativement petite et qui permet, si on appuie sur play, d'avoir un petit robot qu'on peut déplacer au fur et à mesure. Si je vais dans les stats ici et que je tape stats FPS, je vois qu'actuellement en éditeur, je travaille avec 35 FPS avec des petites chutes en dessous de 30 en fonction de là où je vais regarder. Mais c'est déjà solide pour une version high quality directement dans l'éditeur. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on va changer ici les modes de visualisation, on ne va pas regarder le wireframe puisqu'il y a énormément de choses qui ont été activées avec Nanit. Donc évidemment, le wireframe fait un petit peu peur. On n'a pas vraiment besoin de tous les autres modes de visualisation pour l'instant. On va aller dans l'optimisation view mode et on va aller voir la lighting complexity. Vous voyez que la lighting complexity ici, elle est relativement basse. On est plutôt dans le bleu. C'est parce que Lumen a été utilisé et qu'il n'y a aucune light disponible dans notre environnement. Si je décide d'ajouter des lights ici, vous verrez qu'automatiquement, on passe en vert. Et si j'ajoute des nouvelles spotlights, on va augmenter la complexité locale de notre lighting, puisqu'on a deux lights qui se superposent ici. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui va être extrêmement coûteux à calculer. Je peux même en rajouter une troisième, où là on passe carrément dans le violet, et on arrive sur des performances qui peuvent être relativement mauvaises à cet endroit. Si j'en ajoute une quatrième, on passe en mode blanc, où là on est extrêmement mauvais, puisque là il y a beaucoup trop de lighting au même endroit. Si je continue à en rajouter, Unreal va vraiment commencer à pas être content et il va me mettre un petit rouge sur cette lumière, puisque là on a trop de light qui s'overlap. Donc pensez bien à vérifier votre overlapping de light, c'est très important. Si je vais voir la shader complexity ici dans optimisation view mode shader complexity, on peut voir que c'est relativement bon. On a énormément de vert, mais on a un petit peu de rouge et un petit peu de blanc. Le blanc est relativement normal puisque si on sort du mode ici, qu'on se remet en lit, on voit que ce sont des particules en fait. Et les particules, elles ont énormément de ce qu'on appelle de l'overdraw, c'est-à-dire des planes qui vont
se superposer et ça va être très coûteux à dessiner puisque on va avoir plusieurs planes qui vont avoir une transparence et qui vont se dessiner les uns au-dessus des autres. Et en fait, à cause de ça, ça peut être extrêmement coûteux. Donc faites bien attention au nombre de particules que vous allez mettre dans votre niveau, puisque les particules ont tendance à créer des planes avec beaucoup de transparence. Donc voilà, allez-y avec parcimonie. Ici, c'est tout à fait raisonnable le nombre de particules qu'on a. Mais si vous voulez réduire et augmenter votre framerate, pensez à réfléchir à la quantité de particules que vous allez spawner et leur fréquence. On a aussi d'autres petites bizarreries. Si on regarde notre objet, on se rend compte qu'il y a certaines parties de notre objet qui sont rouges, mais la même mèche ici est verte. Regardons un petit peu ce qui se passe en ouvrant le BPP, en faisant Edit ici. On a ici une mèche tout à fait normale. On a ici une autre mèche, c'est exactement la même. Et si je sors du mode Shader Complexity pour la récupérer, je me rends compte que il y a une superposition de la mèche. Il y a eu une duplication qui s'est faite et à cause de ça, la Material Complexity a été complètement dans le rouge puisqu'il y avait des difficultés à calculer en fait les réflexions et ce genre de choses. Si je repasse en mode Shader Complexity, ici maintenant qu'on n'a plus de superposition de la mèche, on n'a plus de complexité. Donc voilà, le shader complexity peut être un petit peu trompeur parfois. Ici, on a des duplications de mèches, donc c'est très bien qu'il nous l'ait mis en rouge, mais ce n'était pas forcément très logique, puisqu'en général, la shader complexity, c'est à cause du nombre d'instructions qu'il y a dans un shader. Si je sors de mon BPP et que je sélectionne ici cet objet-là, il a une shader complexity qui est relativement élevée au niveau du ring. Donc, je vais aller voir mon ring, je vais aller voir le matériel sur mon ring. Si on regarde le matériel ici, on se rend compte que c'est un matériel qui est translucente et unlit, avec quelques instructions qui peuvent être un petit peu coûteuses, y compris le panner. Donc c'est pour ça que le nombre d'instructions que vous voyez ici, à 151, est un petit peu élevé. Avec le Vertex Shader, on monte à 349. Donc on peut avoir des complexités. C'est bien de regarder la complexité de chacun de nos shaders. On peut aussi se rendre compte que le shader de l'herbe est relativement complexe. Ça, c'est pour une raison très simple. C'est que lorsque je fais play et que je vais aller vérifier ce qui se passe sur le shader d'herbe, on se rend compte que l'herbe se déplace en fonction de ma position et de la position de mon robot. Donc là, ça va être très difficile de rendre ce shader beaucoup plus économe puisque c'est une fonctionnalité qui coûte cher à cause du game design. Donc il faut être un petit peu précautionneux sur ce qu'on va faire dans notre optimisation. Il faut demander au game designer, est-ce que c'est une fonctionnalité importante pour le jeu? Est-ce que je vais pouvoir me cacher ou pas dans cette herbe? Si c'est le cas, il faut absolument qu'elle se déforme. Sinon, en fonction du niveau de qualité de notre utilisateur, peut-être qu'on va désactiver cette fonctionnalité. Ça, c'est des pistes d'amélioration qu'on peut avoir. Une fois qu'on a terminé avec l'Optimization View Mode, on peut aller voir le LOD coloration. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de LOD parce qu'on a utilisé Nanite sur beaucoup de choses, sauf sur les arbres. Vous pouvez remarquer qu'ici, on a des arbres qui prennent le vent et qui ont une animation. Mais par contre, pour tous les arbres qui sont en rouge, ils sont complètement statiques. Et si je m'approche, ils vont passer en blanc au fur et à mesure et ils auront leur animation de vent. Ça, c'est très pratique. On peut changer le matériel et l'effet de matériel en fonction du LOD. Donc n'hésitez pas à aller voir le setup du LOD dans ce projet, c'est très intéressant. On va aller un petit peu dans la nanite visualisation, on va aller un petit peu dans les triangles pour voir ce qui se passe. Déjà, on peut remarquer qu'il y a un petit problème, c'est que le landscape ici est complètement noir. Stacobot est un projet relativement vieux qui a été créé avant qu'on ait Nanite sur les landscapes. Pour l'activer, c'est très simple, on peut sélectionner le landscape, aller dans Detail, et ici faire Enable Nanite. Je build data, et instantanément, Nanite va prendre le relais et va optimiser le landscape en fonction de la taille à l'écran et en fonction de la position du personnage. Si on regarde toujours un petit peu plus dans le détail, on voit que le foliage ici n'est pas inclus dans Nanite. Donc ça, c'est aussi parce que Stacobot est un projet relativement vieux avant qu'on ait Nanite sur le foliage. Maintenant, c'est tout à fait possible avec quelques petites modifications. Je ne peux pas l'activer directement ici puisque je vais casser le shader devant et la fonctionnalité
de déplacement des objets en fonction de la position de mon joueur. On a aussi autre chose d'un petit peu bizarre avec Nanite ici, dans ce screen. Vous voyez que si je me déplace ici, je vous demande de regarder très attentivement ce caillou ici au milieu de l'écran. Si je me déplace, vous voyez que la densité de Nanite change. Plus je suis éloigné, plus le caillou ici est de moins en moins dense. Alors que si je regarde ce caillou ici, il a toujours la même densité Nanite. Et ça, c'est un problème, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je pense qu'il y a eu une mauvaise importation de cet objet depuis le logiciel 3D, qui fait que Nanite est complètement cassé, et donc on a une densité extrême qui est appelée en permanence à cause de Nanite. Donc là, moi, j'ai fait un petit peu des recherches et j'ai regardé comment je pourrais régler ce problème. J'ai directement été dans Environnement, dans Rocks, j'ai fait sur le boulder, j'ai fait Asset Action Export, et j'ai exporté le FBX. Une fois qu'il était exporté, je l'ai seulement réimporté. Le Nanite s'est régénéré, et là, on a une densité qui change en fonction de la distance. Donc là, on a économisé beaucoup de draw call et beaucoup de polygones affichés à l'écran. Donc ça, c'était une technique relativement facile. On peut avoir plein d'autres problèmes avec Nanite en fonction de ce qu'on essaie de faire avec Nanite et Lumen. Donc voilà, soyez attentifs à débugger ce genre de choses et à bien regarder quel genre de props peut être endommagé et nécessite peut-être une réimportation. L'une des dernières étapes, c'est le profiling avancé dans Unreal. Ça se fait grâce à Unreal Insight que vous pouvez trouver ici en ouvrant Unreal Insight Session Browser. Ça, ce sera la liste de toutes les sessions de profiling que vous avez enregistrées au fur et à mesure du temps. L'idéal, c'est de faire du profiling sans le moteur, de faire tourner le jeu en tout seul, en indépendant, comme si c'était vos joueurs, d'enregistrer les performances et de débugger les performances. Donc, l'idéal pour faire ça, c'est ici d'aller dans les trois petits points, dans les Advanced Settings. Vous allez descendre dans la catégorie ici Play in Standalone Game et vous allez ajouter ces paramètres de lancement. Trace égale Default. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre votre engine au niveau de la qualité le plus bas possible. Comme ça, on a le maximum de ressources pour votre ordinateur. Une dernière chose à faire, c'est de lancer le Session Browser et d'activer l'auto-connect et l'auto-start ici. Une fois que c'est prêt, on va lancer en mode standalone. Vous avez les trois petits points ici et vous pouvez cliquer sur Standalone Game. Si tout va bien, vous allez avoir une session qui va commencer avec le programme qui est en train de se lancer derrière. Et le record de votre session est en cours. Ici, on est dans le jeu, ça se passe très bien. On a des framerates relativement bonnes pour l'instant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un Niagara System pour voir vraiment les différences dans le graphe. Donc j'ai juste besoin de sauter et de déclencher ce Niagara System qui a énormément de particules et des collisions. Donc là, ça va peser énormément, extrêmement sur le CPU puisque c'est une Niagara CPU. Je vais pouvoir interrompre ma session de jeu et automatiquement, la session d'enregistrement va s'arrêter dans Unreal Insight. Vous voyez qu'ici, j'ai en général 40 ou 50 FPS, donc les FPS sont relativement bonnes sur ce graphe. Par contre, ici, on a des montées de la durée de calcul de chacune des frames, et on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. J'ai cliqué sur le sommet ici de la colline, et ça m'a sélectionné ici un timing. Donc là, vous avez l'intégralité des actions qui ont été faites pendant cette frame, et le temps pour calculer chacune des actions. Alors évidemment, il y a plein de choses ici qui ne sont pas votre code, mais qui sont le fonctionnement d'Unreal. Typiquement, le engine loop tick, etc. Ça, c'est le temps de calcul du tick du moteur, le render thread, etc. Moi, j'ai un petit peu de mal à me servir de ce graphe. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans la catégorie timer ici et de regarder les temps d'exécution. Une fois que j'ai sélectionné un temps d'exécution, je regarde l'appelant et ceux qui ont appelé
cette fonction. Ici, c'est vraiment la liste des fonctions et qui a appelé cette fonction et quel est le temps que ça a pris. Le send-render, c'est vraiment l'étape finale. Ça ne va pas nous donner beaucoup d'informations. Par contre, si on descend un petit peu dans le détail, on voit ici que l'anti-aliasing coûte 4,7 millisecondes. Ça, c'est un petit peu élevé. On peut se rendre compte en faisant clic droit, Highlight Event. On va se rendre compte dans le graphe. C'est l'une des plus grosses barres de couleurs qu'il y a dans les enfants de chacune des grosses barres de couleurs. Donc ça, potentiellement, c'est une piste d'amélioration. Lumen nous coûte aussi relativement cher, donc 4 millisecondes par frame, c'est relativement élevé. On va devoir réfléchir à est-ce que dans notre jeu, on a besoin de Lumen. Si on n'a pas de changement dynamique de lumière et de changement de météo, par exemple, peut-être qu'on pourrait réfléchir à passer sur du lighting précalculé. Et ensuite, on tombe en dessous des 2 millisecondes, donc ça commence à être relativement rapide. Chacune des actions est relativement rapide. Dès que c'est en vert, c'est quelque chose dont vous n'avez plus à vous préoccuper. Ça, c'est la catégorie GPU. On peut collapse ça et aller voir la catégorie CPU. Le Execute Foreground Task prend énormément de temps, 530 millisecondes. On peut voir tous les objets qui ont appelé cette fonction et voir leur timing. Le RHI Translate, c'est quelque chose qui est interne à Unreal, ça ne va pas nous intéresser dans l'immédiat. Par contre, ici, on voit que le FX Jetpack Thruster prend 7 millisecondes. Et on le voit ici aussi, le Jetpack Thruster se sert de Execute Foreground Task, mais on peut aussi le voir ici, qui prend au total 19,2 millisecondes. Je peux highlight cet event et voir que effectivement, dans mon graphe, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent qui prend énormément de temps, 13 millisecondes. Si je dézoome, je peux voir qu'il est tout le temps présent puisqu'il y a un système de culling et de préparation des VFX dans Unreal, mais qu'il prend beaucoup moins de temps. Par exemple, si je vais dans cette zone-là, vous voyez que le temps, la taille de la barre ici est absolument ridicule, c'est extrêmement petit. Ça prend 15 nanosecondes, donc c'est extrêmement petit. Alors que quand on est ici, juste avant que j'arrête le jeu, le Jetpack Thruster prend 5 millisecondes. Donc voilà, c'est un exemple un petit peu concret de comment débugger et profiler avec l'outil Unreal Insight. C'est un outil relativement complexe, il faut passer beaucoup de temps à mener l'enquête sur quels sont les coupables de prendre le maximum de temps de calcul sur votre frame. Mais voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux l'outil grâce à cette introduction. Merci beaucoup pour avoir écouté cette masterclass jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez dans les liens à côté de la vidéo le PDF de cette présentation avec plein de documents et de ressources officielles Unreal Engine qui vont vous permettre de comprendre et d'améliorer vos performances dans votre jeu.